Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous ce matin, Guillaume Kasbarian, qui est ministre de la fonction publique. Bonjour. Bonjour. Encore ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Oui, c'est cela. Bien. Michel Barnier, ce soir, sur TF1 et France 2. Mais pourquoi dire, selon vous? Que devrait-il dire et que va-t-il dire? Vous ne savez pas. Bien sûr, je ne sais pas, et c'est à lui de décider ce qu'il souhaite dire aux Français, parce que je pense que ce soir, il s'adresse largement à tous les Français. Je pense qu'il aurait en tout cas intérêt à rappeler tout ce qui a été fait et tout ce qu'il a fait pour convaincre les parlementaires de laisser passer ce budget. Michel Barnier a toujours été dans l'écoute, la négociation, le dialogue avec les parlementaires, et jusqu'à la dernière minute, il a proposé de bouger un certain nombre de lignes, que ce soit sur les retraites, les petites retraites, que ce soit sur l'électricité, que ce soit sur les charges qui pèsent sur le travail, que ce soit sur les médicaments, encore hier. Donc chaque instant, il a été dans le dialogue et dans la négociation. Donc je pense qu'il va rappeler tout ce qu'il a fait. Et puis je pense... Il va charger Marine Le Pen? En tout cas, je pense qu'il faut que chacun, et vos auditeurs et tous les Français, soient au courant de ce qui peut se passer si cette censure est votée. Je vais y revenir. Et donc je pense qu'il faut quand même que chacun ait conscience, avant d'appuyer sur le bouton, de ce qui se passe et des conséquences potentielles pour les Français. Et je crois que ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre en responsabilité. Bien, Michel Barnier a pris ses responsabilités. Vous allez nous expliquer quel est le risque, Guillaume Kasbarian. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai des questions. Avant, première question, il y a deux motions de censure qui ont été déposées, l'une par le NFP et l'autre par le Rassemblement national. Est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen va voter la motion de censure du NFP? Écoutez, c'est ce qu'elle a annoncé et indiqué, et que ses lieutenants ont annoncé et indiqué. Oui. Mais ce qui est quand même particulièrement surprenant, c'est que quand vous lisez la motion de censure du NFP, vous avez tout un paragraphe à charge sur le RN expliquant que c'est un parti odieux. Je vais le lire. Attendez, le Premier ministre a cédé aux plus viles obsessions de l'extrême droite avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique, et avec une remise en cause de l'AME qui ajoute humanité et dignité à ceux qui foulent notre sol. Voilà. Et donc vous allez avoir Marine Le Pen qui, joyeusement, avec les députés de M. Mélenchon, vote ce même texte et se rejoignent dans un même texte avec le paragraphe que vous venez de dire à l'instant. Il y a quand même un côté complètement absurde à voir cette alliance des contraires, cette alliance entre le RN et le NFP, autour d'un texte qui, comme vous venez de le lire, est exactement à l'opposé de ce que pense Marine Le Pen et ses députés sur le sujet. Donc tout ça pour faire chuter Michel Barnier, et tout ça pour provoquer une sorte de chaos. Moi, je trouve que c'est pas très responsable, et puis surtout, c'est quand même très paradoxal. Est-ce qu'il y a, selon vous, un pacte tacite, un pacte objectif entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen pour pousser Emmanuel Macron à la démission? Mais enfin, manifestement. Déjà, le fait de voter les mêmes textes de censure, le fait de se répandre dans les médias autour de cette question-là, vous voyez bien que derrière, il y a le sujet, c'est pas l'intérêt des Français pour eux. Le sujet, c'est l'intérêt politique personnel et l'agenda personnel et politique. Je veux dire, si le sujet, c'était l'intérêt des Français, mais vous prenez pas le risque de mettre les Français dans la mouise au 1er janvier. Vous prenez pas le risque qu'on n'ait pas de budget au 1er janvier. Vous prenez pas le risque d'avoir une déstabilisation économique du pays et le chaos qui peut s'en suivre. Donc, je pense, encore une fois, je pense que derrière les choix et les votes qui sont annoncés, mais je garde espoir jusqu'à la dernière minute que ça puisse changer. Mais derrière tout ça, faut quand même pas être naïf pour voir qu'il y a un agenda partagé entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Avant de revenir sur les conséquences d'un non-budget, Guillaume Kasbarian, il y a des négociations. Je ne sais pas s'il y a des négociations. Néanmoins, il y a au Parti socialiste certaines personnes qui sont prêtes à signer un accord de non-censure PS bloc central, pour justement marginaliser et LFI d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Est-ce que vous y seriez favorable? Je pense pas pour un nouveau Premier ministre, par exemple, qui serait de centre-gauche. Si c'était la solution qui, numériquement, permettait d'avoir 289 députés, déjà ça se saurait, et le président de la République aurait probablement choisi cette option initialement. S'il ne l'a pas fait... Pas favorable. C'est pas que je suis pas favorable, c'est que mathématiquement, quand vous comptez la totalité des députés PS et la totalité des députés du bloc central, c'est-à-dire tous les députés Horizon, tous les députés Modem et tous les députés Renaissance, ça vous fait 230.
230, c'est inférieur largement à 289. Et donc, et encore, là, je suis généreux. Je prends l'hypothèse que tous les députés de Renaissance, Modem et Horizon seraient ravis de travailler main dans la main avec le PS et vice-versa, et vice-versa. Donc, vous voyez bien que cette solution, numériquement, elle tient pas. La seule équation politique qui fonctionne, c'est celle dans laquelle, a priori, on était jusqu'à aujourd'hui, et on est actuellement aujourd'hui. C'est une alliance bloc central LR, avec la possibilité d'une non-censure, parce que le RN jusqu'à présent, parce que le RN jusqu'à présent, et il l'avait dit d'ailleurs à l'époque au président de la République, ne souhaitait pas censurer un tel dispositif. Là, l'équation va changer, mais pour quelle alternative ? Donc vous dites non à une éventuelle coalition, vous dites non à une coalition avec le Parti Socialiste, avec une partie de la gauche. Moi, ce que je dis, c'est oui à Michel Barnier, oui au gouvernement de Michel Barnier, et oui à l'équation politique actuelle dans laquelle nous sommes, qui me semble la plus stable. Là, je vais être précis, Guillaume Kasbarian, à une éventuelle coalition avec le Parti Socialiste, une partie de la gauche. Mais si le Parti Socialiste voulait sincèrement travailler avec nous, ça aurait été le cas jusqu'à présent. Est-ce qu'il l'a déjà fait ? Il ne l'a pas fait. Vous dites non. Je dis que jusqu'à présent, la question, elle s'est même pas posée parce qu'ils ont toujours refusé d'ailleurs de travailler avec le bloc central. Je vais aller plus loin, Monsieur Bourdin. Je pense même que le Parti Socialiste, à la fin des fins, dit qu'il veut éventuellement cette option, mais qu'à la fin, jamais il ne la prend. Pourquoi ? Parce que s'il y avait demain des élections législatives anticipées, ce seraient les premiers à être embêtés d'avoir des députés insoumis, des candidats insoumis dans leur circonscription. Aujourd'hui, les députés PS font semblant de pousser une solution avec le bloc central, mais à la fin des fins, il y a toujours une corde de rappel de Jean-Luc Mélenchon qui leur rappelle que s'ils s'émancipent du PS, s'ils s'émancipent du NFP, ils seront vite rattrapés à l'ordre avec des candidats dissidents dans leur circonscription. Et comme les députés pensent à leur intérêt, je peux vous assurer qu'à la fin des fins, le PS ne s'émancipera pas du NFP. La réalité, elle est là, et on l'a bien vu aux postes européens. Donc vous êtes opposé à cette solution. Je pense que ça n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Non, je pense que ça n'est pas la bonne solution. Que pensez-vous du silence de François Hollande, au passage, qui s'apprêterait à voter la censure ou pas ? Écoutez, qu'un ancien président de la République, aujourd'hui député, puisse voter la censure, main dans la main avec LFI et Marine Le Pen, fasse chuter un gouvernement sur le budget, pas n'importe quel texte, hein. C'est pas sur le texte immigration ou sur un texte lambda, c'est prendre le risque qu'il n'y ait pas de budget au 1er janvier. Moi, ça me surprend parce que j'estimais qu'un président de la République ou un ancien président de la République était responsable. Et là, faire ça... Ah oui, mais bien évidemment, Monsieur Bourdin. Bien évidemment, qui peut croire qu'en appuyant sur le bouton nucléaire, on va obtenir un joyeux feu d'artifice ? Qui peut croire qu'en votant et en activant la censure et en faisant chuter le budget et en étant incapable de garantir aux Français quelle sera la situation au 1er janvier, on va avoir un sorte de moment joyeux, on va tous déboucher le champagne au 1er janvier. Mais personne. Et donc là, François Hollande, mais comme les autres, ceux qui s'apprêtent à voter la censure devront répondre dans quelques semaines du potentiel bordel qu'il y aura dans notre pays. Et la réalité, c'est qu'au 1er janvier, ça ne sera pas joyeux. Et je pense que vous pourrez ressortir cette vidéo. Je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, si la censure est votée, s'il n'y a pas de gouvernement et qu'il n'y a pas de budget, on aura de graves difficultés dans notre pays. Le Rassemblement national dit, Marine Le Pen, c'est formidable de ne pas avoir de budget, nous échappons à 40 milliards d'augmentation d'impôts. C'est ce qu'elle a tweeté hier. Et déjà, c'est faux. C'est faux parce que si vous prenez, s'il n'y a pas de budget, c'est factuellement faux pour une raison, je vais vous l'expliquer, Monsieur Bourdin. C'est que si vous ne votez pas, le budget, c'est quoi pour que vos auditeurs en soient bien conscients? C'est ce qui autorise l'État à la fois à prélever les impôts et à engager des dépenses. C'est ça un budget. Donc si au 1er janvier, vous n'avez aucune loi qui vous autorise à prélever les impôts et à cadrer les dépenses, vous êtes dans une situation inédite qui ne définit pas le cadre financier de notre pays. Et donc, là, si on prend le budget, par exemple, de l'année existante et qu'on l'applique à l'année prochaine, ce qui serait une alternative très dégradée pour fonctionner les premières semaines, ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. Parce que comme les barèmes n'ont pas été revus par une nouvelle loi de finances, par un nouveau budget, vous avez 80 000 personnes qui jusqu'à présent ne payaient pas l'impôt sur le revenu et qui demain se retrouvent à le payer. Ça veut dire qu'un couple de retraités à 1 800 € chacun, il a un impact de 100 € sur l'impôt sur le revenu dès l'année prochaine. Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de budget qui cadre fiscalement les règles de 2025 en ayant pris en compte l'inflation de 2024 à 2025, vous aurez des Français qui seront dans la mouise au niveau fiscal. Et je le dis sans catastrophisme, je le dis parce que c'est ce qui va se passer s'il n'y a pas de budget. Mais de la même manière, Monsieur Bourdin, vous allez avoir des impacts pour les agriculteurs. Il y a des dispositifs fiscaux sur les travailleurs saisonniers. Il y a des dispositifs fiscaux sur le gasoil non routier. Il y a des dispositifs d'aide vis-à-vis des crises agricoles. Sur ces sujets-là, s'ils ne sont pas votés, s'il n'y a pas tout ça qui est mis en place au 1er janvier, vous mettez des secteurs entiers dans la mouise. Donc il faut que chacun ait conscience de ces actes. On ne peut pas prétendre aux Français, encore une fois, qu'en appuyant sur un bouton nucléaire, on va avoir un joyeux feu d'artifice. Ça n'est pas vrai.
Quelles conséquences pour les fonctionnaires? Vous êtes ministre de la fonction publique, on a beaucoup parlé des salaires des fonctionnaires, des moyens des hôpitaux, des moyens consacrés à la sécurité. Quelles conséquences pour les fonctionnaires, Guillaume Kasbarian? Alors, on est en train de regarder, que ce soit pour moi ou pour d'autres d'ailleurs, mais oui, ce qui se passerait s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de gouvernement, pas de budget. Oui. Voilà. Il faudrait que les parlementaires votent une loi spéciale qui autorise l'État à prélever l'impôt. Oui. Je suis pas sûr encore aujourd'hui qu'ils soient en mesure, d'ailleurs, ce Parlement, de voter une loi spéciale. Rien n'est acquis sur le sujet. À ce moment-là, on pourrait déclencher le budget, les dépenses de l'État sur la base du budget de 2024. C'est-à-dire que les enveloppes des différents ministères seraient calées sur celles de 2024. Oui. Ça veut dire qu'on pourrait engager les salaires des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires seraient payés, mais sur la base de 2024. Ça veut dire d'augmentation, donc. Par contre, pas d'augmentation, voilà. Et puis surtout, ça veut dire que toute dépense supplémentaire ne serait pas prévue puisqu'il n'y aurait pas de budget 2025. Seulement les dépenses de 2024 pourraient être reconduites en 2025. Ça veut dire que sur les avancements, sur les primes qui pourraient être négociées l'année prochaine dans différentes catégories, pour les policiers, pour les enseignants, pour les fonctionnaires, pour les soignants, etc. Ces primes-là futures ne pourraient pas émerger puisque le budget ne prévoit pas d'enveloppe supplémentaire en 2025. De la même manière, les recrutements supplémentaires, vous savez, il y a 2000 AESH par exemple de l'éducation nationale qui sont prévus. Il y a des augmentations de budget à la justice, à l'intérieur. Ces budgets-là qui sont en augmentation, vu qu'ils n'existent pas, eh bien on peut difficilement recruter. Ou alors si on recrute, on prend le risque de ne pas avoir les fonds nécessaires dans la caisse puisqu'on est sur la base du budget 2024. C'est comme si vous faisiez vos courses, vous remplissez votre caddie, mais à la fin des fins, vous savez pas si votre carte bleue, elle fonctionne quand vous arrivez à la caisse. On est dans la même situation, c'est-à-dire que vous avez un budget de 2024 qui serait reconduit en 2025. Alors c'est vrai, il y aurait le paiement des fonctionnaires sur la base de 2024. On n'aurait personne qui serait pas payé, personne ne serait en défaut. Mais en revanche, il ne faut pas imaginer qu'il y aura des revalorisations. Il y aura strictement aucune capacité à revaloriser pour quelque gouvernement que ce soit l'année prochaine. Et il n'y aura pas la possibilité de recruter là où on a plein de départs en retraite de fonctionnaires. Très compliqué dans certains ministères, en l'absence de budget, de pouvoir recruter et faire les recrutements qui étaient prévus. Donc, c'est pas neutre pour le service public. C'est-à-dire, ceux qui vous expliquent que tout va bien, voilà, déjà, c'est complètement absurde. Et pour les hôpitaux, Guillaume c'est la même chose. Même chose, c'est un service public. Donc, vous avez les mêmes sujets, le même problème d'enveloppe. C'est-à-dire que derrière, quand vous avez des recrutements qui étaient prévus, si vous êtes sur une base de calcul de 2024, alors que vous avez besoin de plus d'effectifs ou de recrutement ou de paiement en 2025, vous ne pourrez pas l'opérer si vous n'avez pas une loi, la loi de finances ou la loi de financement de la sécurité sociale qui vous autorise à engager ces dépenses. Donc arrêtons de faire croire que tout va bien. Et je veux dire, à un moment, ceux qui nous expliquent que tout va bien, vous pensez sérieusement que les parlementaires s'amusent tout l'automne, chaque année, à faire un budget pour le fun ? Parce qu'il n'y aurait aucune conséquence en l'année qui suit. Quand on fait un budget, c'est que c'est important. C'est qu'il y a un impact concret dans la vie des Français à partir de l'année prochaine. Ceux qui vous disent qu'ils vont voter la censure, est-ce qu'ils sont capables de venir sur votre plateau, Monsieur Bourdin, pour vous dire que tout va bien se passer au 1er janvier? Vous inquiétez pas. Non mais... alors écoutez, gardez bien les vidéos. Gardez bien les vidéos. Non mais gardez bien les vidéos, Monsieur Bourdin. Moi je vais vous dire, l'année prochaine, on les ressort si jamais c'est le bordel. Vous pourrez dire, voilà, vous nous aviez promis que ça serait super, vachement calme, tout irait bien. Manifestement, c'est pas le cas. Moi je trouve qu'il y a quand même je sais pas, une forme d'arrogance de certains à penser que l'année prochaine tout va bien se passer si on n'a pas de budget. Mais qui peut croire sérieusement une hypothèse pareille? Bien sûr que l'absence de budget posera problème au pays. D'ailleurs, c'est ça qui rend cette censure incompréhensible. Elle aurait pu avoir lieu sur d'autres textes anodins qui n'ont aucun impact sur les Français. Mais censurer le gouvernement alors que notre pays n'a pas de budget pour l'année prochaine, mais c'est pour moi le comble de l'irresponsabilité. Bien, Guillaume Kasbarian, grève des fonctionnaires, jeudi. Oui. Après-demain, donc. Oui, mais elle a plus de raison d'être, cette grève, parce que s'il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus les 3 jours de carence, il n'y a plus la rémunération en baisse en cas d'arrêt maladie, il n'y a plus une reconduction du versement d'une prime affiliée au pouvoir d'achat pour soutenir le pouvoir d'achat. De toute façon, s'il n'y a plus de gouvernement et qu'il n'y a plus de budget, tout ça. Non, mais de toute façon, il n'y aura pas non plus d'augmentation de l'indice l'année prochaine puisqu'il n'y a pas de budget pour le faire. Il n'y aura pas de versement de primes comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et pas donc de JIPA. Elle n'a plus de raison d'être. Si le gouvernement tombe, elle n'a plus de raison d'être, cette grève. Mais moi, cette grève, déjà, les syndicats s'organisent comme ils le souhaitent et les Français, ils ont un droit de grève, ils l'exercent. Bon, moi, je dis juste simplement qu'on est dans une situation où, encore une fois, l'absence de budget et l'absence de gouvernement ne sera pas un joyeux moment pour les fonctionnaires et les agents de France. Ça, je veux dire, il faut être très clair. Ne pensons pas que la censure du gouvernement et l'absence de budget pour notre pays passera crème. C'est ce que disent les syndicats. Voilà. Mais c'est l'occasion ou jamais.
justement d'éviter les 3 jours de carence. Enfin, vous vous rendez compte? Non, mais je veux dire, j'ai pris des décisions sur les jours de carence et sur la baisse de prise en charge qui, à mon sens, sont des décisions responsables, qui permettent de faire des économies dans un contexte difficile au niveau économique, et de lutter contre un phénomène qui est les absences des agents, de certains, puisque la moyenne des absences dans la fonction publique, et notamment à l'hôpital et dans la territoriale, est plus importante que dans le privé. Ce sont des mesures d'alignement général sur le régime privé. J'ai pris mes responsabilités. J'ai pris des décisions qui ne sont pas faciles. Je les assume. Et je souhaite pour notre pays qu'elles soient mises en œuvre. Donc moi, j'espère qu'on aura un budget l'année prochaine. J'espère qui prévoira ces mesures d'économie. J'espère que l'on pourra avoir un fonctionnement des services publics qui est normal et qui n'est pas dégradé. Et j'espère qu'on pourra avoir, là où on a besoin de renouveler des fonctionnaires, là où il y a des départs en retraite, de nouveaux recrutements l'année prochaine. C'est ça qu'on peut souhaiter à la fonction publique l'année prochaine. C'est que le service public puisse fonctionner normalement à partir de janvier, qu'on puisse continuer à remplacer dans certains services des retraités qui partent et donc du coup un besoin de fonctionnaires là où le budget le prévoit, et d'avoir un fonctionnement normal, classique du service public. Moi, mon seul intérêt, je vais vous dire, c'est celui-là. C'est que l'année prochaine, les Français puissent vivre paisiblement, parce que ce week-end, j'étais dans ma circonscription, j'ai fait des marchés de Noël, j'ai fait des Sainte-Barbe. Moi, ce que j'entends des habitants, c'est ce besoin-là de stabilité, c'est cette crainte de l'avenir. C'est parfois ce dégoût de la politique et de la base politique politicienne. Tous responsables mais bien sûr, de la situation, Guillaume Casbarian. Personne ne sort grandi de tout ça. Et je vais vous dire, moi je me suis pas engagé en politique pour donner une telle image de la classe politique. Donc je comprends la colère et le dégoût de beaucoup de Français qui nous écoutent et qui sont désolés de la situation dans laquelle on est. Moi je m'en réjouis absolument pas. Je suis en réalité très triste pour mon pays. Beaucoup de Français si ce genre de censure passe. Beaucoup de Français, vous le savez bien, soutiennent l'idée de censure parce qu'ils en veulent à Emmanuel Macron. Par haine envers le président de la République. Vous le ressentez, vous le savez, on vous le dit. Je pense qu'il faut leur dire qu'il y a du ressentiment vis-à-vis de la classe politique en général, du gouvernement, du président de la République, de l'Assemblée nationale, des institutions. Je veux dire, je suis sur le terrain, vous l'entendez, bien sûr. Ce qu'il faut juste expliquer, c'est que là, cette censure, c'est pas pour ou contre Emmanuel Macron. C'est que s'il y a une censure qui est adoptée, demain, il n'y a plus de gouvernement. Après-demain, il n'y a plus de budget. Et après-demain, ceux qui douillent, ceux qui payent, c'est toujours les mêmes, c'est les Français. Et donc c'est ça qu'il faut expliquer, c'est que quel que soit le ressentiment personnel qu'on peut avoir, quelle que soit la colère qui est enfouie dans nos cœurs, la censure n'est pas la solution magique c'est peut-être une catharsis pour certains. Voilà, on s'excite, machin. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Si on tire le fil, qu'est-ce qui se passe après la censure? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de budget au 1er janvier? Quelles sont les conséquences concrètes pour les Français? Elles sont graves, mais ça tout le monde le ressent. Il y a des marchés de Noël en ce moment, vous voyez bien les commerçants qui vous disent il y a du monde qui circule, mais il y a peu de monde qui achète, parce que les gens font attention. Vous avez des gens qui, au niveau économique, disent on avait prévu des investissements, on est un petit peu en attente pour savoir si on les déclenche. Vous avez des demandeurs d'emploi qui disent c'est un peu plus dur aujourd'hui de trouver un emploi que ce qu'était il y a quelques mois. Donc faut faire attention, parce que les conséquences du bordel politique, elles peuvent être très concrètes et très réelles pour les Français. Et donc je pense qu'il ne faut pas qu'on soit guidé par ce sorte de mauvais sentiments, de ressentiment personnel. C'est facile à dire, je sais, mais je pense que ça n'est pas la solution à la colère et au ressentiment. Est-ce que Michel Barnier s'est déshonoré en allant presque jusqu'au bout des demandes de Marine Le Pen? Mais pas du tout. Parce que Michel Barnier, il a été encore une fois dans l'écoute et dans le dialogue de bout en bout, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, il est dans le dialogue. Il essaye, dans une équation politique très difficile, d'arriver à un accord pour faire passer un budget pour notre pays, pour pas que les Français soient dans la mouise au 1er janvier. C'est ça que Michel Barnier essaye de faire. Et donc il a répondu à tous les groupes en réalité. Il a répondu au socle commun, il a répondu au Bloc central, il a répondu à LR. Il a répondu, c'est vrai, à des demandes qui étaient portées aussi par le Rassemblement national. Moi, non seulement ça me choque pas, mais qui peut lui reprocher d'avoir tout tenté jusqu'au bout de dialoguer et d'essayer de faire des gestes pour essayer de contenter et satisfaire des demandes politiques des différents groupes. Il a fait un boulot de conciliation, de négociation au maximum des capacités qu'il pouvait. C'est pour ça qu'à la fin, il dit « je prends mes responsabilités ». On est arrivé au bout du bout de ce que je peux faire. Alors, et donc, s'il tombe, que peut faire le président de la République, Guillaume Casbarian? Avant de dire, déjà moi j'espère qu'il ne tombera pas, c'est-à-dire que je garde espoir. Vous pensez qu'il ne tombera pas? Écoutez, moi je pense que c'est jamais joué jusqu'au bout du bout du bout. Et qu'il y a toujours à un moment une possibilité de sursaut parlementaire, il y a toujours des portes de sortie, il y a toujours une possibilité que certains se ravisent en disant c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas le bon sujet, c'est peut-être pas la bonne motion, elle est peut-être mal écrite. Il y a toujours une façon de sortir de ce genre de situation. C'est jamais trop tard. Donc moi je crois, j'espère que Michel Barnier ne sera pas censuré, qu'il y aura toujours un gouvernement et qu'il y aura toujours un budget l'année prochaine.
Mais voilà, après, je ne suis pas à la place des parlementaires. Et c'est à eux, d'ailleurs, vous me posez la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire après? Mais attendez, c'est trop facile de dire, c'est Emmanuel Macron qui va décider. Que les parlementaires qui aujourd'hui censurent ou veulent censurer nous expliquent quelle est l'équation politique qu'ils veulent faire. Est-ce que Marine Le Pen est prête à gouverner nommer Lucie avec Castet à Matignon? Lucie Castet n'aurait pas plus que 200 députés. Et donc tout le monde sait que cette option, elle ne tiendrait pas à la route puisqu'elle aurait encore moins d'assises parlementaires que l'équation politique actuelle. Donc que ceux qui nous expliquent qu'ils veulent renverser la table et mettre tout par terre nous expliquent comment est-ce qu'ils veulent reconstruire. C'est facile de tout mettre à terre, c'est plus compliqué de reconstruire derrière. Mais attendez, la responsabilité politique, c'est pas toujours botter en touche. On a des parlementaires en plus qui nous parlent de parlementarisme du matin au soir, qui nous disent c'est beau le parlementarisme, laissez-nous faire. On sait bien faire et on n'a pas besoin de la verticalité présidentielle. Mais là, ils ont l'occasion de le prouver. Montrez-nous que vous êtes capable de dégager une majorité à 289 députés. Expliquez-nous quelle est l'équation politique alternative. Expliquez aux Français ce que vous proposez, pas juste ce que vous voulez détruire. Expliquez aux Français ce que vous voulez construire pour eux l'année prochaine. Mais ils en sont manifestement incapables. Ils souhaitent censurer, mais derrière ne proposent aucune alternative politique pour les Français. Guillaume Kasbarian, j'avais envie de vous poser une dernière question. Que pensez-vous de l'attitude d'Elisabeth Borne qui refuse que l'on réduise les dépenses pour les anciens premiers ministres et ministres? Je crois que tout le monde, j'ai beaucoup de respect pour Elisabeth Borne comme pour tous les anciens premiers ministres. Je crois que tout le monde doit faire un effort dans la période budgétaire compliquée qui est la nôtre. Moi, je l'ai fait dans mon ministère. En tout cas, dans le budget que je proposais, j'ai 28% d'économie qui est prévu dans mon ministère. Je le fais à tous les niveaux et je pense que tout le monde doit le faire à tous les niveaux. Je pense que les Français attendent à la fois des mesures efficaces qui, d'un point de vue budgétaire, ont vraiment de l'impact, mais aussi des mesures parfois symboliques, c'est vrai, mais qui font du bien parce qu'ils ont le sentiment de voir que les politiques eux-mêmes s'appliquent à eux-mêmes les efforts qu'ils demandent aux autres. Et donc, moi, je pense qu'on doit tous réfléchir à ce devoir d'exemplarité dans l'efficacité de la dépense publique et dans la réduction de la dépense publique. En tout cas, je me l'applique à moi-même et j'aimerais que toute la classe politique en général puisse se l'appliquer à elle-même. Merci Guillaume Kasbarian d'être venu nous voir, ministre de la fonction publique. C'était Sud Radio, donc sur Sud Radio, et dans un instant, Patrick Roger sera là pour vous juste après les informations de 9h.